Bonjour et bienvenue dans Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Leur point commun ? Une vision entrepreneuriale de leur métier. Des parcours toujours inspirants et empreints de sincérité et d'optimisme. Bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Voix d'entrepreneurs du droit, VEDD by Fed Legal. Je suis Audrey Deléris et aujourd'hui je reçois Florence Bigot, secrétaire générale et directrice juridique du groupe Expléo. Alors Florence, tu as fait tes études de droit à Toulouse, puis un an d'Erasmus en Écosse et ensuite un 3e cycle à Tours. Tu as commencé ta carrière en 2002 chez Thomson Broadcast System, TBS, et ensuite tu es passé chez Atradius. En 2004, tu as rejoint Logica France en tant que Head of Legal Affairs et ensuite tu as continué ta carrière en évoluant toujours dans le secteur informatique chez Infosys, Capgemini, et tu es depuis février 2021 la secrétaire générale et directrice juridique d'Expléo, comme je le disais. Expléo, tu vas sans doute nous en parler, c'est l'ex-Assystem, qui est un prestataire de services global en ingénierie, technologie et conseil. Alors Florence, bonjour, merci d'être parmi nous. Je t'ai présenté, mais est-ce que j'ai omis de dire quelque chose sur toi ? Alors bonjour Audrey. Bonjour. Peut-être simplement ajouter que je suis également maman de 3 enfants. Tu as bien raison de le préciser. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, parce que là, j'ai expliqué un petit peu ta carrière, on pourra y revenir sur certains sujets. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvée sur les bancs de la fac de droit ? Alors, oui. En fait, j'ai toujours eu envie d'être utile et d'aider les gens depuis toute petite. Donc, assez naturellement, quand il a été question de chercher une orientation, un métier, je me suis questionnée sur le métier qui pouvait me permettre, en fait, de me réaliser dans cet objectif, en fait, personnel. Et assez naturellement, je me suis orientée vers les métiers du droit. Et j'ai commencé mes études de droit en pensant que je deviendrais avocat plutôt en droit de la famille, afin d'aider les gens. Voilà. Bon, entre-temps, j'aide toujours, mais un peu différemment et dans une perspective un peu plus collective. Et tu as évolué dans le secteur informatique depuis assez tôt dans ta carrière. Comment ça s'est fait ? Pourquoi ce secteur ? Alors en fait, c'est une opportunité, tout simplement, qui s'est présentée. Je venais de terminer en fait un CDD dans le secteur financier et j'avais envie de renouer en fait avec la négociation des contrats. Après avoir eu une expérience plutôt axée sur le contentieux. Et donc, en fait, je me suis mise en recherche. Donc, j'ai répondu à plein d'offres, notamment donc une qui s'est présentée chez Logica, CMG à l'époque. J'ai candidaté, j'ai passé les entretiens, j'ai été pris. Et depuis, je m'amuse dans le secteur de l'informatique. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce secteur ? Alors, pour moi, ça fait à peu près 20 ans maintenant que j'évolue dans ce secteur. C'est un secteur très innovant. Créatif, qui a considérablement évolué au fil des années. Et en fait, c'est un secteur en fait qui est extrêmement stimulant, puisqu'en fait, il encourage à trouver des solutions créatives, y compris dans nos métiers, pour accompagner en fait les organisations et les clients en fait des sociétés pour lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler. D'accord. Alors là, comme on disait, tu es General Counsel, General Counsel Ethics and Compliance France et Maroc chez Capgemini pendant 8 ans. Et depuis près de 4 ans, tu es donc Groupe General Secretary et General Counsel chez Expléo. C'est quoi la différence entre ces deux postes ? Alors, pour moi, la différence principale, c'est tout d'abord les missions et bien évidemment le périmètre d'intervention. C'est ce qui constitue en fait la majorité en fait des différences en fait entre les deux postes. Pour moi, en fait, donc j'ai actuellement en fait ces deux rôles en fait, ces deux casquettes. Donc, en tant que secrétaire général, mon périmètre d'intervention est élargi, avec des attentes forcément, que ce soit des parties prenantes, également de la direction différente de celles qu'on peut avoir quand on est directeur juridique, donc en charge de sécuriser en fait les affaires juridiques en fait pour l'organisation. D'accord. Et je te pose la question parce que c'est vrai que selon certaines structures, il y a des secrétaires généraux qui ne sont pas directeurs juridiques, il y a des directeurs juridiques qui ont des titres à rallonge, qui font penser qu'ils sont secrétaires généraux sans avoir le titre. Il y en a qui n'ont sur leur carte de visite que directeur juridique, entre guillemets, et ils font aussi plein de choses. Donc c'est pour ça que j'aime bien poser cette question-là de différence entre les deux. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ta vision là-dessus. Et selon toi, est-ce que c'est mieux d'être général counsel ou secrétaire général ? Alors, je pense que la réponse, elle est très personnelle.
Je pense qu'en effet, il y a pas mal de personnes qui me questionnent finalement c'est quoi la différence, et on voit bien que finalement les réponses sont assez individuelles. Le rôle de General Counsel ou de directeur juridique, la mission principale, c'est bien évidemment en fait d'accompagner les organisations et l'entreprise en fait en étant en charge des affaires juridiques, alors que le secrétaire général a des responsabilités élargies. En tout cas, moi, pour ma part, dans mon portefeuille, j'ai bien évidemment la direction juridique, mais j'ai également en fait la direction de la compliance qu'on peut retrouver en tout cas en effet dans certains périmètres en fait de directeur juridique, mais j'ai également en fait la responsabilité du département qualité pour le groupe, que ce soit la qualité opérationnelle ou que ce soit la qualité de l'organisation, donc notamment avec les normes de certification, et également en fait le département en fait RSE, puisque je suis chargée en fait de la stratégie en fait RSE pour le groupe, également le contrôle interne, le contract management qu'on est en train de développer et le risk management en fait plus globalement, en sus de la gouvernance en fait du groupe. Donc tout ça fait que le secrétaire général porte des responsabilités élargies par rapport à un directeur juridique, ce qui m'amène, pour ma part, ayant toujours cherché à me développer de manière transverse, tout simplement, je prends beaucoup de plaisir en tout cas d'exercer en fait les deux métiers actuellement, que ce soit en tant que directrice juridique, avec justement dans ce contexte et dans cet environnement en fait de complexification au niveau des réglementations en fait qui sortent toutes les unes à la suite des autres avec un rythme effréné, ou en tant que secrétaire général, où j'ai également le plaisir en fait de pouvoir accompagner l'organisation sur d'autres sujets stratégiques pour le groupe et d'y trouver en fait et d'y apporter des réponses. Merci pour cette réponse. Alors il y a Olivier Catherine, je ne sais pas si tu le connais, qui est secrétaire général de Sonepar, que j'ai eu la chance aussi d'interviewer dans le cadre de ce podcast, qui a dit que pour exercer la fonction de secrétaire général, il faut être schizophrène. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, non, je pense que ce n'est pas obligatoire. Je ne pense pas être schizophrène. Par contre, en effet, il y a un certain nombre de qualités qui sont requises. Moi, j'aime voir en fait le rôle de secrétaire général comme l'acteur en fait, un peu l'acteur de l'ombre en fait, à côté en fait du président ou du CEO, qui va permettre en fait de mettre en œuvre les actions pour transformer en fait la vision en réalisation. Et ça nécessite beaucoup d'écoute à comprendre les enjeux de l'entreprise et bien évidemment à voir quelles sont les réponses les plus pertinentes à apporter pour leur réalisation, afin bien évidemment de contribuer pleinement en fait au développement de l'organisation et de l'entreprise. D'accord. Et quand on t'a proposé ce poste de secrétaire général, ce poste que tu n'avais pas auparavant, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que ça m'a dit, ça va être pareil? Je me suis dit que c'était super. Super en fait, dur, ou juste l'enthousiasme a primé? Alors, moi, j'aime être en dehors de ma zone de confort. D'accord. Donc, c'est voilà, les challenges, moi, ça me stimule. Même pas peur. Ok, on retrousse les manches, on y va. J'étais confiante sur ma capacité en fait à utiliser ce que j'avais pu développer en fait au fil des années, notamment en tant que directrice juridique, également en charge en fait de l'éthique et de la compliance. Moi, j'ai toujours voulu élargir mes contributions. Et je trouve que j'ai le positionnement idéal pour contribuer de manière significative, stratégique au développement d'une organisation. Donc, en effet, quand j'ai été approchée par le CEO d'Expleo pour me proposer en fait cette opportunité, c'était également quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé dans une relation de confiance en fait dans le passé. Et il m'a dit, écoute, voilà, viens transformer. Il y a plein de choses à faire. Tu nous fais la feuille de route qu'il faut pour poser les fondamentaux et créer la plateforme en fait pour pouvoir opérer de manière sécure et agile en fait pour le groupe. Et en fait, j'ai signé assez rapidement en fait sur le projet qui m'était proposé, même si la première fois qu'il m'a démarché, je dis non mais je suis très bien où je suis.
Ok, d'accord, on dîne ensemble, mais va pas t'imaginer que... Et à la fin du repas, j'étais retournée et super enthousiaste. Et voilà où je suis aujourd'hui, près de 4 ans plus tard. D'accord. J'aime beaucoup les histoires comme ça, donc merci de nous la raconter, parce que c'est souvent une histoire de rencontre, en fait, et des changements de poste, pour le coup. Quand on a la chance, en tout cas, d'avoir de belles opportunités, ça vient aussi parce qu'on est ouvert au moins à la discussion, ce qui était le cas pour toi. Donc, t'as dit non, mais on va quand même discuter. En fait, moi, pour revenir sur cette expérience, moi chez Capgemini, en fait, je venais de terminer en fait mon projet de transformation de la direction juridique, éthique et compliance tel qu'on me l'avait confié. Donc j'avais envie de me redynamiser sur un projet stimulant. Ça aurait très bien pu se faire dans la continuité en fait de Capgemini. Enfin, j'avais pas du tout pensé une seconde en fait. Et après, je me suis dit mais en fait c'est génial de pouvoir se développer. Moi, je prends énormément de plaisir. Certes, à toujours exercer en tant que directrice juridique, d'apporter ma contribution et ma création de valeur à l'entreprise, mais je prends énormément de plaisir à découvrir le métier de la qualité, qui est un métier que certes, on a tous et qu'on côtoie tous quand on est dans l'entreprise, mais c'est quand même très différent de se retrouver patron de la direction en fait qui porte en fait la qualité, où il faut impulser et veiller finalement à ce que le positionnement de la fonction soit aussi là où on a envie de l'ambitionner en fait pour les gens qui incarnent en fait et qui font ce métier au quotidien. Et typiquement, c'est un des métiers que j'ai découvert ou redécouvert en fait de l'intérieur avec un regard complètement nouveau, en accompagnant en fait la fonction en fait et les équipes qui font cette fonction. La RSE, c'est pareil. Tout le monde en entend parler. On parle beaucoup aussi des rôles et des contributions que les juristes ou les directeurs juridiques peuvent avoir en fait pour faire en sorte que l'entreprise se positionne en fait sur l'ESG en fait ou la RSE. Bien sûr que les juristes et les directeurs juridiques sont partie prenante, mais c'est également en fait un autre regard qu'on apporte quand mon directeur de la RSE vient me voir en me disant voilà, c'est quoi finalement la vision, la stratégie et l'ambition qu'on veut donner en fait au groupe, donc Expleo, donc sur mon expérience actuelle, et finalement on n'est pas moteur, on n'est pas en fait contributeur de la même manière quand on regarde les choses en fait en pleine responsabilité que quand on est simplement c'est aussi important d'être contributeur, mais en tout cas d'être contributeur et leader en fait sur un projet d'entreprise. D'accord. Et est-ce que justement ce positionnement différent que tu as aujourd'hui sur ce poste actuel te fait sentir entrepreneuse dans l'entreprise? Alors oui, totalement. Alors actuelle et même dans le passé, c'est-à-dire que moi je me suis jamais vue entrepreneuse dans le sens tiens, je vais créer ma boîte. Par contre, en effet, tous les jours, j'ai l'impression d'apporter de la valeur et d'entreprendre des choses. Pour moi, en fait, entrepreneur, c'est avant tout créer. Donc finalement, oui, c'est créer, gérer, développer, innover. Et ça, c'est ce que je fais tous les jours, que ce soit en tant que directrice juridique ou en tant que secrétaire générale. Donc oui, je me sens entrepreneuse, oui. D'accord. Donc c'est vrai que là, tu m'as donné ta définition d'un entrepreneur. Est-ce que c'est spécifique d'être entrepreneur du droit, qui est aussi le titre du podcast, du coup? Je pense que, une fois de plus, dans les grandes caractéristiques qu'on va retrouver en fait au niveau des entrepreneurs, le fait d'innover, de savoir prendre des risques, mais de manière aussi proportionnée ou raisonnée, ce qui est aussi un petit certainement facilité avec une approche dans le droit. Pour moi, c'est avoir de la résilience face au challenge. Toutes ces caractéristiques qu'on va retrouver en fait globalement dans n'importe quel entrepreneur, bien évidemment, elles se retrouvent en fait en tant qu'entrepreneur du droit. Et c'est savoir apporter des solutions, notamment des nouvelles pratiques juridiques face à des nouvelles réglementations. C'est aussi créer, structurer des départements juridiques. Moi, j'ai belles expériences en fait de cette manière. Donc oui, c'est ça, entreprendre en fait dans le droit. Et bien évidemment, il n'y a pas de raison pour que on puisse pas se sentir entrepreneur du droit quand notamment on travaille en entreprise. Oui. D'accord. C'est vrai que c'est une question que j'aime bien poser parce que, comme je le disais, c'est quand même le titre du podcast, donc j'aime bien la poser, c'est certain. Et certains invités pensent qu'en étant salarié, on peut pas être entrepreneur. Mais c'est vrai qu'il se dégage quand même une vision
entrepreneurial au moins, ou intrapreneurial? Il y en a qui vont citer ça aussi, du coup. Oui. Je pense que ça dépend vraiment de Enfin, moi, j'ai toujours été engagée. Et j'ai pas besoin d'être ma propre patronne dans ma boutique tous les jours quand je me lève et que je vais travailler, que ce soit chez Expleo ou dans mes précédents, en fait, entreprises. Je me suis toujours sentie pleinement investie, et c'est pas parce que je ne suis que salariée, en fait, que je contribue pas et je peux pas entreprendre, en fait, pour un projet collectif. Surtout que je pense que quand on rejoint alors, une fois de plus, chacun a ses leviers de motivation qui sont propres à chacun, hein. Mais pour ma part, oui, j'ai envie de contribuer. Et j'ai envie que mes actions comptent. Je veux donner du sens, et notamment du sens à Expleo aujourd'hui. Comment je peux le faire? Tout simplement en étant une bonne directrice juridique, une bonne secrétaire générale, c'est-à-dire trouver des solutions juridiques innovantes face à des problématiques nouvelles, et bien évidemment continuer à développer des bonnes pratiques, à développer en fait des guides juridiques à destination en fait des autres fonctions dans l'entreprise, expliquer en fait de manière pédagogue où sont les risques juridiques, quelles sont les solutions en fait qu'on peut construire ensemble dans l'organisation pour gérer ces risques, les réduire, et bien évidemment que je sois salarié ou pas ne vient pas changer en tout cas ma motivation de vouloir contribuer et faire partie pleinement de ceux qui font bouger l'entreprise. D'autant que toutes les entreprises n'existent que parce que c'est les gens qui la font. Donc moi, je suis très attachée à la culture d'entreprise. Je suis très attachée aussi à la culture qu'on développe au sein d'une direction juridique, le rayonnement qu'on va avoir en interne, le fait de prendre soin des uns et des autres, mais également aussi de rayonner en interne dans l'organisation, et également en fait en externe, puisqu'en fait on est tous des êtres humains, on a tous besoin de se développer, de se sentir inspiré, de s'investir en fait sur des projets. On a tous aussi des challenges à gérer dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc c'est très important en tout cas pour moi de me sentir partie prenante d'un collectif. D'accord. Et alors, j'avais une question que je voulais te poser, mais tu as déjà pour partie répondu. Qu'est-ce qu'un bon juriste? Donc c'est tout ce que tu viens de dire en fait. Alors, est-ce que des choses à rajouter en plus? Oui, alors pour moi un bon juriste, là c'est là où je reprends ma casquette de directrice juridique. Alors déjà, un bon juriste par définition, c'est quelqu'un qui a la compétence technique. Parce que mine de rien, même si on a beaucoup œuvré, et j'œuvre encore aujourd'hui, à positionner en fait la direction juridique comme bien évidemment un acteur orienté solution, orienté business, n'en demeure pas moins que quand on sollicite la direction juridique, on vient chercher une orientation, un conseil juridique. Donc pour ça, il faut savoir maîtriser la connaissance et les compétences techniques propres aux juristes. Donc ça... Quand on est bon juriste, déjà, il faut être bon techniquement. Après, bien évidemment, ça ne suffit pas, puisqu'à partir il va falloir aussi avoir la compréhension de l'organisation. Enfin, quand on travaille en organisation ou du cabinet, en fait, compréhension de ses clients en fait externes quand c'est le cas. Il va falloir analyser les problématiques et y apporter en fait des solutions pragmatiques qui répondent aux enjeux de l'entreprise, et bien évidemment le savoir le communiquer, le restituer de manière pédagogue, ou en tout cas accessible à des non-juristes, parce que c'est super chouette d'avoir des notes qui font 30 pages pour expliquer en fait l'analyse juridique qui constitue, mais tout le monde sait que les opérationnels, ils regardent, ils posent la question, ils regardent la première ligne de l'email, à savoir c'est oui, c'est non, c'est peut-être, c'est comment, et on avance comme ça. Donc pour moi, le bon juriste, c'est c'est le juriste qui techniquement est au fait du droit, de ses évolutions, des solutions en fait, et tourner solutions en fait à apporter aux questions et aux problématiques qu'on rencontre en fait dans notre quotidien. Et un bon directeur juridique, donc c'est tout ça et quoi en plus? Alors, quand on passe à bien évidemment maîtrise technique indéniable, le fait d'être à l'écoute, pédagogue bien évidemment. Moi je pense que ce qui caractérise avant tout un bon ou une bonne directrice juridique, c'est bien évidemment la vision stratégique, c'est-à-dire comprendre les enjeux stratégiques en fait du groupe, le leadership, c'est-à-dire savoir diriger, faire fédérer, adhérer en fait une équipe, les autres parties prenantes dans les problématiques qu'on peut rencontrer, et bien évidemment avoir une gestion savoir identifier les risques
et avoir une bonne gestion du risque. C'est-à-dire que savoir identifier le risque et surtout le contextualiser, en fait, finalement, à l'environnement, en fait, soit du secteur et de l'entreprise, pour lequel, en fait, la directrice ou le directeur juridique travaille. Ça me paraît essentiel. Et quand on passe encore à l'étape, là, cette fois-ci, secrétaire général, qu'est-ce qu'on rajoute en plus par rapport aux qualités requises pour Alors, pour moi, ça va être, c'est d'avoir la polyvalence. C'est de savoir c'est d'avoir l'agilité dont on va avoir besoin, en effet, en tant que juriste et directeur juridique, mais également la polyvalence, c'est-à-dire prendre les sujets, en fait, à bras-le-corps, comprendre les problématiques, voir quelles sont les solutions et les orientations qu'on peut en tirer. Et tout ça sur sur l'ensemble du périmètre, en fait, qui lui est confié. Beaucoup de diplomatie aussi, puisque du coup, c'est quand même, moi, j'aime bien voir le rôle de secrétaire général comme une espèce de passerelle ou un connecteur, finalement, dans l'entreprise, en fait, avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est évident qu'il faut être bien à l'écoute, bien connecté avec tous. Tout simplement pour transformer, en fait, une vision en action et en réalisation. Il y a une question qui me vient. Est-ce que, je t'explique pourquoi je te la pose. J'ai déjà échangé à plusieurs reprises avec des directeurs juridiques qui sont aussi DRH. Et certains m'avaient déjà expliqué qu'avoir les deux fonctions, c'était pas forcément évident, parce que ça pouvait être, non pas contradictoire, mais parfois c'était une décision à prendre avec la casquette DRH. Ils ne les auraient pas pris s'ils avaient été avec leur casquette directeur juridique. Est-ce que, toi, le fait d'avoir à la casquette secrétaire général et directeur juridique en même temps, est-ce que, sans forcément citer d'exemple, mais est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, là, je dois me remettre ma casquette secrétaire générale, parce que si je n'étais qu'avec ma casquette directrice juridique, j'aurais peut-être pas pris la même décision? Alors, bien sûr. Et par ailleurs, je vois bien le parallélisme, parce que, je l'ai pas mentionné, mais j'ai également la responsabilité des ressources humaines pour les entités holding. Donc, j'ai toutes petites entités que je gère, donc c'est pas, je le mentionne peu. Mais en effet, le rôle de DRH, de directeur juridique et de secrétaire général, c'est un rôle différent. Ce sont des missions différentes. Et du coup, oui, je ne réfléchis pas pareil avec ma casquette de secrétaire général qu'avec ma casquette, en fait, de directrice juridique, en effet. Puisqu'en fait, c'est vraiment dans l'appréciation, finalement, de l'évaluation du risque et l'appréciation, en fait, on va dire valeur nette à la fin, in fine, quand on prend une décision qui est faite. Et c'est assez drôle d'ailleurs que tu m'en parles, puisqu'en fait on a mené un certain nombre de chantiers de refonte, puisque je suis très tournée Legal Ops et efficience des process pour faciliter la vie de chacun et notamment des juristes. Et on a revu notre politique contractuelle groupe, en fait, chez Expleo, et je me suis personnellement posé la question, qu'est-ce qui devait être escaladé en validation au directeur juridique et qu'est-ce qui devait être escaladé en validation au secrétaire général? Parce que, en effet, on peut considérer que dans certains sujets, le positionnement et l'attendu, en fait, est pas le même. Et donc, la décision peut varier. Donc, tu me disais que c'était pas forcément le côté schizophrène décrit par Olivier Catherine, mais ça demande en tout cas une gymnastique intellectuelle, en fait, de savoir comment se positionner. Je pense qu'il faut être au clair, en effet, sur les missions, en fait, et qui vont avec chacun des rôles. Et c'est vrai qu'on voyait, moi j'ai attaché une curiosité singulière à voir justement ces évolutions qu'on faisait depuis quelques années, où en effet il y a des directeurs, il y a des secrétaires généraux qui sont en fait dans les faits, qui sont directeurs juridiques. Et il y a des directeurs juridiques qui sont dans les faits avec des responsabilités élargies, qui englobent souvent en fait tout ce qui est ethics et compliance. On est avec un périmètre qui peut varier, mais je pense qu'il faut être au clair finalement de qu'est-ce qu'on attend d'un ethics et compliance officer. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de pouvoir me développer sur ces métiers. Et en effet, les attendus sont pas les mêmes que quand tu portes une casquette, par exemple, de groupe DPO ou de directeur juridique ou de secrétaire général. Et je pense qu'en effet, ça nécessite d'être au clair également dans l'organisation dans laquelle on évolue, de bien comprendre les attentes et du président ou du CEO, des actionnaires également, pour bien être au clair finalement, c'est quoi les attendus, le contour des missions qui sont confiées.
Parce que faut garder à l'esprit que des fois, ça peut être flou pour certains. Et en effet, bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être un petit côté schizophrénique qu'on peut ressentir à certains moments. Mais moi je le vois pas comme ça, et on en avait déjà parlé ensemble. Je pense qu'il faut juste être au clair sur c'est quoi les missions du directeur juridique, c'est quoi les missions du secrétaire général, et avoir beaucoup d'agilité, comme je l'évoquais, voilà, pour pouvoir gérer l'ensemble, et en effet de lâcher une casquette ou de commencer en tant que directrice juridique à 9h, et puis finalement on passe sur la réunion suivante, on devient secrétaire général, et la journée s'enchaîne au fil des problématiques en fait à traiter. Oui, voilà ce qu'on peut. Merci pour ta réponse. En dire. J'aimerais te poser une question là qui te concerne plus toi et ta carrière depuis le début. Est-ce que tu as eu des mentors qui t'ont accompagné, qui t'accompagnent peut-être encore d'ailleurs? Alors, j'ai pas vraiment eu de mentor, mais j'ai essayé de trouver une opportunité à chacune de mes rencontres. J'ai fait de belles rencontres. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui n'ont jamais certainement soupçonné l'influence qu'ils avaient pu avoir dans mes réflexions, dans mes orientations, et finalement dans les confirmations que j'ai pu prendre en fait au fil du temps. Donc, autant moi je me suis attachée à essayer de donner du temps pour coacher, pour mentorer, que ce soit dans mes équipes ou sur d'autres initiatives à l'extérieur. Mais non, j'ai pas eu de mentor à proprement parler. Et donc là, c'est le moment de remercier toutes ces personnes qui ne savaient pas toute l'influence qu'ils ont eue tout au long de ta carrière, du coup. En tout cas, il y en a eu beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de dialogue. J'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup parler parce que finalement, déjà, je suis quelqu'un de curieuse de nature, donc j'aime bien comprendre, écouter les autres, comprendre aussi c'est quoi les réflexions qu'ils ont, qu'est-ce qui les motive. Enfin, je suis vraiment tournée sur l'autre. J'aime bien. Oui, c'est toujours rencontrer des gens, c'est toujours des découvertes. Et je pense que c'est important de savoir, surtout dans un monde où tout va très vite, où on parle de plus en plus d'individualisme, le fait de se soucier de l'autre, de prendre le temps d'écouter, montrer de l'empathie. Enfin, oui, c'est moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'importe et que je continue à faire. Donc oui, tout le monde contribue. Tout le monde contribue à sa de manière singulière, en tout cas, à ma construction intérieure. Ouais, ça c'est sûr. Et quelles sont tes autres sources d'inspiration? Donc les gens que tu rencontres, avec qui tu dialogues, si je comprends bien. Exactement. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent, d'autres personnes, à la fois dans ta vie professionnelle ou personnelle, si tu veux bien nous en parler? Alors, une fois de plus, j'ai pas de. En fait, j'ai plein de sources d'inspiration diverses et variées au fil des rencontres, au fil des lectures, au fil également des questions et surtout des réponses que je trouve aux questions qu'on peut avoir tous philosophiques dans sa vie. J'essaie de créer à chaque moment, à chaque événement, en fait, l'opportunité finalement de m'inspirer et de continuer en fait à me développer, à grandir. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. C'est finalement comment je fais pour m'améliorer. C'est vraiment ce qu'on appelle là dans l'entreprise le continuous improvement. J'ai envie de m'améliorer. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc du coup, j'essaie toujours de voir ce que je peux faire différemment, ce que les autres font, ce qu'ils peuvent partager. Voilà mes sources d'inspiration. En fait, c'est plein de choses. Et tu disais que tu lis des livres de droit ou tu lis autre chose? Alors, ça c'était avant. Là, je lis plus. Non, je lis. Alors, quand je dis c'est avant, non, j'en lis toujours quand même un peu. Mais non, je suis beaucoup plus tournée en fait sur des romans ou plutôt des livres en fait d'intelligence économique. Enfin, j'essaie de m'ouvrir en fait au monde, d'essayer de comprendre et d'appréhender des sujets que j'ai pas encore appréhendés ou sur lesquels j'ai une vague opinion, mais pas vraiment poussée, parce que finalement c'est le petit vernis qu'on a tous. Donc voilà, c'est à peu près mes lectures. Le droit, c'est un petit peu plus anecdotique. Autant j'essaie de continuer à me former.
Là, par exemple, je suis en train de me former pour me renforcer en Excel. Donc sur les outils, sur les plateformes, du coup, en fait, voilà, ouais. sur les plateformes où t'as du contenu, en fait, à disposition. Donc là, j'ai trouvé un super formateur, très pédagogue. Donc j'espère progresser en Excel. Mais non, sur le droit, j'ai ce plaisir-là dès qu'il y a un décret qui sort ou dès qu'il y a une nouvelle directive européenne. Mais ça reste, non, j'essaie de m'ouvrir, en fait, sur d'autres contenus. D'accord, oui, tu lis pas des décrets, du coup, le soir avant de dormir, en tout cas. Non, là, je suis plutôt en mode roman en ce moment. Est-ce que tu as une citation qui te guide au quotidien? Alors, moi, il y a une citation, je sais pas si c'est une citation, mais j'ai toujours dans la tête ce petit motto que j'aime bien répéter d'ailleurs à mon équipe, c'est entre vos mains. It's in your hands. Finalement, tout dépend de la manière dont on veut voir les choses, la vie. Moi, je suis résolument positive. C'est nous qui détenons la clé du succès, la clé du bonheur. Et je pense que ça me guide en tout cas énormément. J'essaie de diffuser ça aussi à mes enfants pour leur expliquer que c'est important en tout cas de se donner les moyens d'être heureux et de continuer à se développer comme on a envie de se développer. Merci pour ce partage. Totalement fan avec ce que tu viens de dire. Tu as parlé de tes enfants et toi, quand tu étais enfant, est-ce que tu avais un métier de rêve? Donc oui, quand j'étais enfant, je voulais être vétérinaire. D'accord. Que c'est le côté, je peux m'occuper des animaux. Puis comme les animaux n'ont pas la parole, voilà. Puis après, je me suis rendu compte que dans tout métier, comme dans tout métier médical, il y a un peu de sang. Et puis la vue du sang m'a pas spécialement enthousiasmée. Donc j'ai changé mon orientation. J'ai trouvé une autre manière de me développer et j'y suis aujourd'hui. Et avant qu'on appuie sur le bouton enregistrement de ce podcast, tu disais que ton métier que tu voulais enfant n'était pas le même que ton métier de rêve. Ouais, tout à fait, ouais. Donc il y a un autre métier. Ouais, je pense que je pense que si j'étais pas directrice juridique, j'aurais aimé être soit psychologue. Donc sans surprise, tu vas toujours, me dire, toujours sur l'écoute. Et surtout, j'ai quelque chose qui m'anime depuis très très longtemps dans le job de rêve. J'aimerais bien être artiste peintre, ouais. Voilà. Tu peins aussi, quoi. En tout cas, il y a une période où ça m'arrivait. Là, un petit peu moins, mais je le garde pour plus tard. C'est encore possible, ça. C'est tout le temps possible. Tout le temps, oui. Après, faut juste être au clair avec ses priorités. Voilà. Donc non, je l'ai bien à l'esprit et j'ai aucun doute que je me donnerai les moyens quand ça sera le bon moment pour renouer avec cette passion. Un très beau projet. On revient au juridique, du coup, et aux juristes. Quels conseils tu pourrais leur donner à ces juristes qui viennent d'avoir leur diplôme, qui commencent leur carrière? Soyez curieux. C'est le premier conseil que je donnerai pour continuer à apprendre. Ils ont la chance d'avoir choisi en fait un métier qui est en constante en fait évolution. Parce que le droit, le domaine juridique, en fait, est en constante, en fait, évolution. Et donc, bien évidemment, c'est important, en fait, de rester à jour. Comme je le disais, en fait, importance de la compétence technique. Autre conseil que je donnerais, c'est le fait de développer des compétences pratiques. Parce que sur les bancs de la fac, on apprend la théorie. Mais la théorie sans mise en pratique, c'est quand même assez peu porteur. Et en effet, on évolue dans un domaine dans un environnement qui évolue très très vite. Et ça nécessite de se poser en fait pas mal de questions sur la mise en œuvre pratique. Et bien évidemment, les encourager à développer des expériences professionnelles pour vérifier si ils se plaisent plus en cabinet, en entreprise ou complètement dans d'autres métiers du droit qu'on n'évoque pas. Donc pour moi, ça me semble important en fait de continuer sur cette approche pratique qu'on apprend peu finalement sur les bancs de la fac. Et puis ensuite, soit de se trouver un mentor ou réseauter. Moi, donc en étant une femme de dialogue, je trouve que c'est très important de pouvoir discuter avec ses pairs,
et de discuter des challenges, des nouvelles pratiques, des nouvelles lois, pouvoir commencer à appréhender en fait dans d'autres environnements, dans d'autres organisations, dans d'autres entreprises. Et ça me paraît en effet important de cultiver ça. Moi, je l'ai pas compris tout de suite en fait quand j'ai commencé. Je voulais absolument renforcer mes compétences techniques pour me développer. D'ailleurs, je voulais faire du droit des contrats. Donc, je me suis développée sur les contrats. Après, je voulais faire du contentieux. Enfin, je trouvais que il fallait cocher toute la panel. Après, chacun son souhait et son désir de développement. Mais finalement, j'ai compris assez tardivement finalement l'importance en fait de pouvoir en tout cas aller à l'extérieur de l'organisation et de comprendre un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants en fait ailleurs, parce que tout est plus large. Et bien évidemment de rester de se développer, de développer son adaptabilité ou son agilité si c'est pas une qualité première, et si c'est une qualité assez naturelle, c'est de la cultiver. Parce que l'adaptabilité et l'agilité, c'est clé, notamment dans le domaine, dans les métiers en fait du droit. Merci pour tous ces conseils du coup pour les jeunes juristes, mais d'ailleurs pas que les jeunes juristes, les juristes tout court et tous ceux qui sont aujourd'hui en poste. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos auditeurs? Alors oui, puisqu'on est dans la continuité de la question qui précède, le fait d'oser apprendre à se connaître, parce que quand on se connaît, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on ne sait pas faire, et donc du coup là où on peut se développer, et de sortir de sa zone de confort. Alors je sais que des fois ça fait peur, mais il faut aussi beaucoup se faire confiance. Voilà ce que j'ai envie de laisser comme... alors, c'était pas un dernier mot, mais en dernière phrase. Merci Florence, en tout cas, pour vraiment tous ces conseils et ce message extrêmement positif. Donc, c'était passionnant. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de tout nous partager. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un super moment en ta compagnie. Moi aussi, Florence. Merci beaucoup. Et j'espère que, chers auditeurs, vous aurez aussi aimé ce moment, mais j'en suis persuadée. Donc, merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Voix d'entrepreneurs du droit by Fed Legal. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.